Derrière. Yes. Écoutez, Ton micro est coupé, Élise, Ah oui, pardon. du coup. ça commence bien. Excuse-moi. Voilà. Justement, c'est la première fois que j'organise ce type de webinaire ou de talk, enfin je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Donc je suis ravie que vous ayez répondu présent et en nombre. Je suis vraiment super contente, surtout que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que vous le savez, le management. Euh, voilà, il y a des nouvelles techniques de management qui arrivent et notamment celles inspirées de l'intelligence collective. Et je trouvais que ça avait du sens pour nous, freelance, et aussi pour les agences, de parler de ces nouvelles techniques de management, comment est-ce qu'on pouvait les mettre en place dans nos équipes et comment est-ce qu'on pouvait, peut-être que ça pouvait nous aider à gérer pas mal de choses et notamment le stress qu'on subit, puisqu'on est quand même le sixième métier le plus stressant au monde, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, on est soumis à d'énormes pressions. Comment faire pour ne pas répercuter cette pression sur nos équipes et comment travailler en bonne intelligence et en essayant d'être le meilleur manager qui soit et pour faire en fait que ces équipes soient autonomes et en fait audacieuses. Enfin, voilà. Donc je suis ravie que vous soyez tous présents au nombre. Et je vous présente donc les deux personnes qui vont animer ce webinaire, qui sont deux des membres de Coaching Days, qui sont Alexandre Korolev, qui est coach et spécialisé en intelligence collective, enseignant également à Sciences Po, et Alice Michel, qui est coach, formatrice et spécialiste notamment de la communication et de la gestion du stress. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour aider toute notre communauté. Je vous laisse la parole et on se retrouve à la fin pour des questions. N'hésitez pas à envoyer des questions dans la petite messagerie conversée. Et à la fin, on se fera une petite session de questions-réponses et je serai la modératrice de toutes vos questions. N'hésitez pas en tout cas. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Korolev, ravi de vous rencontrer et effectivement, fondateur, partenaire du cabinet Coaching Days et on va co-animer cette session avec Alice. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc Alice Michel. Enchantée. Pour les questions, alors ce que je vous propose, c'est on va rendre cette session interactive comme le permet Zoom. Alors comment on va faire pour ça? D'abord on va commencer par se présenter, mais ce que je vous propose, c'est comme vous êtes très nombreux et ça c'est une super nouvelle, c'est que vous posiez vos questions au fil de l'eau dans la petite boîte conversée. Alors je vous envoie un petit message, comme ça vous allez voir, ça a clignoté. Vous avez tous dû voir pour les questions, c'est ici. Donc, ce que je vous propose, c'est poser vos questions au fil de l'eau dans la box conversée, puis on fera des petits moments de pause pendant la présentation pour prendre vos questions et c'est Elise qui modérera ça. Rapidement, une introduction. Nous, on est Coaching Days. Notre métier, c'est le coaching, l'intelligence collective et la formation. On travaille principalement sur les domaines du leadership, du management et de la communication. Vous, on vous croise souvent en fait. On vous croise sur nos séminaires, nos grands séminaires, les grands événements d'entreprise que nous on peut co-animer, qu'on peut designer sur la partie intelligence collective. Alors moi, en préparant ce talk, je me suis dit, mais vous, c'est quoi votre métier? Parce qu'on vous croise, on vous voit. En fait, vous êtes les gens qui font que tout se passe bien sur les événements auxquels on participe. Et généralement, quand tout se passe bien, on ne voit pas nécessairement tout le travail que ça a fait, que ça a requis avant, et puis tout le travail que ça demande pendant. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit qu'en fait, votre métier, c'était de faire en sorte que tout se passe bien, et qu'en fait, vous deviez tous être des super polyvalents qui faisiez mais plein de choses avec des super talents d'organisation en amont et une capacité à réagir, à être dans l'instant présent et à tout gérer pendant les événements. Et donc beaucoup de polyvalence et une activité qui se déroule beaucoup en temps réel et donc avec beaucoup de pression
aussi, et ça je pense que c'est un peu le fil conducteur de notre présentation aujourd'hui, c'est comment manager, comment bien manager, si possible, dans un environnement où on est sous pression. Et alors c'est un environnement qui change, hein, bien sûr, parce qu'on est en train de passer d'un environnement physique où on se voyait tous dans les grandes salles de réunion, les séminaires, parfois en province, à l'étranger, souvent dans des beaux endroits d'ailleurs, dont on profitait pas toujours autant que les participants, il faut le dire. Et on passe dans un environnement virtuel. Nous, on commence à voir maintenant des événements à 100, 200 personnes qu'on va gérer en virtuel. Et donc, c'est aussi, nous, on travaille avec des chefs de projet sur ces événements-là, et ça fait un vrai changement dans le métier avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques d'animation. Pour nous, c'est aussi un vrai changement, mais je pense que ça rajoute aussi une dimension technologique supplémentaire à la pression que vous pouvez ressentir, et nous aussi par la même occasion. Donc, ce qu'on voudrait partager avec vous vraiment, c'est comment bien manager sous pression. Moi, le sensation, je vois, on est des super-héros et personne ne nous applaudit. Ben si, nous on vous applaudit, Emmanuel, on vous applaudit. Et en tout cas, nous, en tant que facilitateurs dans les sessions que vous préparez à organiser, c'est génial. C'est un super confort pour nous dès qu'on a du monde de travailler avec des chefs de projet. Quand on est sur des plus petits événements, parfois, nous, on fait nous-mêmes nos chefs de projet et honnêtement, c'est un vrai métier. On ne le fera jamais aussi bien que vous. Donc, ceci étant dit, ce qu'on s'est dit avec Alice quand on a réfléchi aussi, c'était que vous étiez dans un métier qui est beaucoup autour du faire. Vous faites l'organisation et puis pendant les événements, vous êtes toujours dans l'action. Donc, vous êtes dans un métier de faire. Et aujourd'hui, ce dont on voudrait vous parler, c'est plutôt de l'être. Et fondamentalement, de se dire que le risque de votre métier, c'est d'être complètement pris par le faire et d'oublier l'être. Et dans l'être, le message, c'est prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec vous, c'est manager, c'est organiser, et c'est aussi, et peut-être même avant tout, prendre soin de soi et prendre soin des autres. Alors, c'est plus facile de le dire que de le faire. C'est pour ça qu'on va aussi vous dérouler cette petite présentation qu'on vous a préparée. Alors, bien sûr, on a 1 heure. C'est des sujets qu'on adresse en coaching d'équipe, en coaching d'équipe projet, en formation, sur lesquels on peut passer beaucoup plus de temps. Mais on s'est dit qu'il y avait quand même quelques notions clés qu'on pouvait partager avec vous dans l'heure qu'on a ensemble. Donc, le management, c'est aussi une question de relation. C'est faire attention aux autres. Et faire attention aux autres, c'est payant, y compris quand on est sous pression. Et on va partager, moi je vais partager un peu plus tard avec vous, un cadre sur les relations qui a été construit dans un cadre qui était sous grosse pression, puisque c'est un cadre qui a été inventé dans une situation de guerre. Je vous en parlerai un peu plus. Et Alice, elle vous dira d'autres choses qui nous sont chères, c'est qu'on peut bien vivre une situation sous pression, que le stress, il est là. Ce qui est important, c'est comment on le vit. Et puis de prendre soin des autres, c'est aussi et avant tout commencer par prendre soin de soi. Donc, on va parler de ça également. Et aussi surprenant que ça peut peut-être vous paraître, tout ça, c'est du management. Alice, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je t'ai trouvé formidable. Je te laisse commencer. C'était top. Bon, merci. Alors, je vais commencer par partager mon écran et on a une petite présentation qu'on va vous montrer. Bon, ça, c'est nous, c'est l'équipe. Donc aujourd'hui, Alexandre Korolev et Alice Michel. Et puis on a encore 3 autres talents qui sont un peu le de l'équipe. Comme nous, on travaille aussi avec ça. En nous, d'origine, on est indépendants. Voilà, et puis on s'est regroupés, et puis on travaille avec un autre. Alors ça, c'est un peu la vision traditionnelle. Alexandre, on t'entend pas trop. Alexandre, on t'entend plus. Ah, dommage. C'était si bien parti. Alors, attends. Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, oui. Ok.
Bon, vous me dites parce qu'effectivement, de temps en temps, je peux avoir des connexions Internet. Allez, je vais m'assurer que la box n'est pas utilisée. Hein, hop. Ok. Bon, je ferai ça. Je vais faire ça après. Vous me dites si ça coupe à nouveau, je changerai Ok. de connexion. Ça, c'est la vision traditionnelle du manager. Alors, je vous ai mis Charles de Gaulle au milieu. Pourquoi C'est pas si innocent que ça. Hein. C'est le management, un peu j'organise. C'est le fameux command and control du management, qui est une notion que vous avez peut-être déjà entendu parler et qui, dans la gestion de projet et dans l'événementiel, a vachement de sens, pour être honnête, il faut se le dire. Hein, il y a un gros travail de planification, d'organisation, de direction pendant l'événement, peut-être un peu et de contrôle aussi pour s'assurer que tout se passe bien. Alors cette notion de command and control, c'est un peu provocateur, j'ai mis Charles de Gaulle, mais ça a aussi du sens parce que le management, en fait, c'est quelque chose dont on parle finalement historiquement depuis pas très longtemps. Là, c'est ma minute prof à Sciences Po. Le management, il a été inventé pendant la révolution industrielle au 19e siècle parce que c'était la première fois que les sociétés humaines expérimentaient des organisations professionnelles de cette taille-là. Avant, on était dans un monde d'artisanat et d'agriculteurs, donc il y avait la question du management se posait quasiment pas. Et quand les grandes organisations, les premières usines sont nées, on s'est dit comment on organise, et on s'est inspiré des seules organisations qu'on connaissait de cette taille-là, c'était l'administration et l'armée. Donc, à l'origine, le management, c'est quelque chose de très hiérarchique, de très descendant. Alors, ça a son utilité, mais ça a ses limites, et on le voit bien aujourd'hui. Le command and control, il est plus satisfaisant pour personne dans les organisations, pour plein de raisons. Il y a une dimension générationnelle, mais pas que, parce que moi qui suis d'une génération fin du baby boom, j'ai découvert ça. Je croyais que j'étais né après, mais j'ai découvert que j'étais fin du baby boom. Et bien pareil, moi le management de cette manière-là, il me convient plus, et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon entreprise et que je suis devenu indépendant avant. Pourquoi? Parce qu'on est sur des tâches à valeur ajoutée. Le command and control, il vaut quand on est sur des tâches simples où l'exécution est simple. Mais quand on est sur des tâches à valeur ajoutée, on a besoin d'autonomie. Pourquoi? Parce que l'autonomie, ça favorise la créativité. C'est ça qui va nous permettre d'être efficace. Et on a besoin également d'autonomie parce qu'on est dans des environnements qui sont super changeants tout le temps, alors qu'avant on était plutôt dans des environnements plus stables. Et donc quand on n'a pas le temps, on a besoin de pouvoir être autonome et prendre des décisions soi-même. C'est pour ça que cette vision traditionnelle, aujourd'hui, il faut un peu la dépasser. Alors il y a des gens qui se sont posé la question, que fait un manager? Et ça, c'est une autre version du rôle du manager que j'aime bien, qui est une version un peu moins théorique, qui est une version plus terrain. C'est un chercheur, Mintzberg, qui allait voir concrètement ce que faisaient les managers au quotidien. Il a suivi plein d'équipes de managers opérationnels, des gens qui gèrent des projets comme vous, des managers de managers, et puis des exécutifs, les grands patrons. Il a regardé ce qu'ils faisaient au quotidien. Alors quand j'ai repris ce modèle-là, moi, il y a un modèle que j'utilise très souvent, je me suis dit, mais à la gestion de projet dans l'événementiel, est-ce que ça s'applique bien? Et je pense que la réponse est oui. Et je vais vous partager ce modèle rapidement. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans la petite boîte conversée. Alors, il dit finalement, Mintzberg, qu'un manager, et je pense que ça s'applique aussi à vous, il fait 3 choses au quotidien. Il a des rôles interpersonnels, des rôles informationnels et des rôles décisionnels. C'est une sorte de chef d'orchestre. Et il fait beaucoup de choses. C'est extrêmement complexe comme métier. Manager, on ne s'en rend pas compte, mais quand on regarde tout ce qu'on doit faire, c'est une vraie capacité à être manager, c'est une vraie capacité à gérer la complexité. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite image de chef d'orchestre. Les rôles interpersonnels, d'abord, un manager, c'est un symbole. C'est quelqu'un qui engage. Alors, dans une agence d'événementiel, je pense que vous le voyez assez bien, c'est quelqu'un qui va, quelque part, représenter aussi une partie de son agence. Et quand vous voyez vos clients, ils vous voient en tant que manager. Et quand vous voyez d'autres managers d'agence, à travers le comportement de ce manager, vous faites une idée de la culture, du style potentiellement de cette agence. C'est un leader aussi, le manager au quotidien. C'est lui qui va motiver les équipes, qui va donner le ton et qui va donner l'exemple. Alors ça, c'est extrêmement important.
Moi, j'ai été chef de projet dans le conseil, c'est un peu différent, mais c'est des environnements qui pouvaient aussi avoir pas mal de pression. Et c'est vrai que le chef de projet, il donne le ton, il donne l'exemple. S'il est rigoureux, on verra que c'est important d'être rigoureux dans l'équipe. C'est un message qui est envoyé. Ça ne veut pas dire qu'on va tous réussir à l'être, mais ça donne le ton. Si on est assez relax en termes de manager, assez familier, très vite, on verra que les gens dans l'équipe sont aussi assez relax et familiers. Moi, ça me rappelle d'ailleurs un coaching que j'ai eu il y a 2 ans, d'un manager qui était extrêmement relax, extrêmement familier avec ses équipes et qui me disait, mais en fait, j'ai un problème, c'est qu'il ne me respecte pas. Et puis, de temps en temps, il y a des comportements qui sont un peu limites, quoi. Ouais, on a beaucoup travaillé sur son comportement à lui et l'exemple pour essayer de promouvoir justement les comportements qu'il avait envie de voir. Et ça, sous pression, c'est encore plus important. Et puis, il forme et il développe. Gardez en tête que se développer, apprendre pour vos équipes, c'est un driver de motivation qui est extrêmement important. Agent de liaison, bien évidemment, toujours dans ce rôle interpersonnel, c'est le lien avec le client, c'est le lien avec les prestataires, c'est le lien avec les autres parties prenantes. Les rôles informationnels, ouais, le manager est quelqu'un qui prend et reçoit de l'information. Et alors l'information, ce qui est terrible dans l'information, c'est qu'il y a beaucoup de déperdition d'informations. Donc ce rôle, il est à prendre extrêmement au sérieux parce que le risque dans les rôles informationnels, c'est à un moment de ne retransmettre qu'une information partielle ou d'oublier de donner le sens. Les gens, gardez en tête que les gens ont besoin de comprendre pourquoi ils font quelque chose. Et donc, si on est juste dans l'exécution, parfois c'est un peu plus difficile. Et puis comprendre, c'est aussi être prêt à parer à l'imprévu. Et puis, bien évidemment, le côté porte-parole. Et les rôles décisionnels, alors ça que vous expérimentez probablement beaucoup au quotidien, et je pense que dans votre métier, il y a un côté entrepreneur qui propose, qui lance, qui suit des projets qui est très fort, un côté régulateur qui résout des problèmes et qui arbitre des conflits, un rôle répartiteur de ressources pour réaliser le travail, quelles ressources, une de vos ressources principales, il y a des budgets, mais c'est aussi votre temps, le temps que vous accordez aux différentes personnes, et un gros rôle de négociateur. Donc, ce qu'on voit, c'est que le rôle de manager, en fait, et ça, je l'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien ce modèle, il est plus riche que le simple command and control, et il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la relation, de l'information et également de la décision. Et je pense que quand on regarde, moi, j'utilise souvent ce cadre pour faire des diagnostics de pratiques managériales et permettre à chacun de se poser un instant et de se dire quels sont les rôles que j'occupe bien et quels sont les rôles que j'occupe peut-être un peu moins et qu'il faudrait que j'investisse un peu plus. On va se positionner maintenant un peu plus sur, alors je vois qu'il y a peut-être déjà des questions. Je te laisse, Élise, si tu veux, à un moment reprendre la parole et me poser parmi des questions qui peuvent arriver. S'il te plaît, fais-le. Si on peut juste, il y a 2 questions qui se ressemblent assez. C'est comment être ferme tout en étant dans l'empathie. C'est toute la complexité. Et comment est-ce qu'il faut mettre une distance avec ses équipes ou pas, finalement? Alors, ferme et empathique, on va peut-être y venir un peu dans les techniques, dans les approches de communication sur lesquelles Alice va prendre la main dans quelques instants. Moi, il y a un cadre que j'utilise beaucoup qui est de se dire qu'en fait, il y a 2 dimensions quand on parle de quelque chose qu'on fait. Il y a la relation et il y a le problème ou l'enjeu. Et on peut séparer le problème de l'enjeu. Et toute la difficulté entre être ferme et empathique, qu'est-ce que ça veut dire être ferme et empathique? Ça veut dire potentiellement être assez directif ou ferme en ce qui concerne l'enjeu et la demande, tout en étant empathique, ça veut dire en protégeant la relation. Donc ça demande peut-être un peu de temps, ce qui est une ressource difficile. Ça demande peut-être de s'écouter soi-même. Et ça, Alice va y revenir. Déjà, un premier sous pression, le premier instrument de gestion de la pression, c'est votre propre capacité à reconnaître le moment où vous entrez dans une zone rouge et dire attention, là je rentre dans la zone rouge et généralement, Alice y reviendra, ce qui est important, c'est avant quand on voit les premiers indices. Donc ferme et empathique,
oui, on peut l'être. On parle beaucoup d'écoute active. Il y a un niveau de directivité qui est plus ou moins approprié selon les personnes, mais ce qui va être important pour répondre à cette question, c'est plus la personne a l'impression qu'elle a son mot à dire, qu'elle peut influencer, contribuer à ce qu'elle doit faire, plus elle l'adhérera à ce qu'elle doit faire. Donc, une manière de dire, c'est, je pense qu'il faut faire ça, ou est-ce que tu peux t'occuper de ça et le faire? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît la bonne solution? Est-ce que tu vois une autre manière de le faire? Toujours cette manière d'intégrer l'autre et de lui laisser un peu une petite porte ouverte. D'abord parce qu'on n'est jamais à l'abri que l'autre ait une bonne idée, voire une meilleure idée que nous pour gérer ce qu'on lui demande de gérer, et vraiment pour lui donner le sentiment qu'il ne subit pas, mais qu'il contribue à la solution. Donc ça, c'est vraiment ce qui va être super important. Je continue parce que ça pose une question qui est importante, qui est la question de la relation. Et là, le cadre de réflexion suivant que je veux vous présenter est toujours cette idée que, avant tout, le management, c'est une question de relation. C'est la notion de compatibilité. Vous avez peut-être remarqué, et vous l'avez certainement remarqué, qu'il y a des gens avec qui vous entendez très bien et des gens avec qui vous entendez un peu moins bien. C'est peut-être un peu plus difficile. Alors, il y a plein de types de personnalités, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Celui que je vais vous partager aujourd'hui, qui est là, c'est un cadre de référence qu'on appelle l'élément humain, qui a été inventé par un psychologue américain qui s'appelle Will Schutz. Alors Will Schutz, je vous raconte son histoire quand même parce qu'elle est intéressante et elle donne un éclairage particulier à ce cadre de réflexion. Will Schutz, c'est un cadre de réflexion qui est un peu vieux mais qui a été confirmé récemment par Google, j'y reviendrai. Will Schutz, à l'origine, c'est un marine américain qui a fait la Seconde Guerre mondiale et qui, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a bénéficié, parce qu'il avait été dans l'armée, d'une bourse pour faire ses études et qui est devenu psychologue. Et un jour, alors qu'il était psychologue, l'armée est revenue le voir. C'était l'armée américaine pendant la guerre de Corée, en lui disant on a un problème avec nos équipages de sous-marins. Donc équipage de sous-marins, environnement confiné, on comprend tous un peu ce que c'est que le confinement depuis 2 mois, dans une situation de guerre, donc situation de pression par excellence. Et le problème qu'ils avaient, c'est que dans les sous-marins, ils fonctionnent beaucoup par binôme, trinôme sur les postes clés, et qu'ils avaient un certain nombre de binômes, trinômes, qui ne fonctionnaient pas ensemble. Les gens ne s'entendaient pas. Il y avait à peu près une équipe sur 2 qui était en situation dysfonctionnelle. Ce qui faisait courir des risques opérationnels. Alors ça, pareil, je pense que les risques opérationnels pour vous, c'est quelque chose qui doit être assez familier. Qui faisait courir des risques opérationnels assez importants aux équipages. Et donc, ils lui ont demandé de travailler sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble. Et donc, il a étudié cette notion de compatibilité et il s'est dit, mais fondamentalement, la compatibilité entre les personnes, on peut l'évaluer sur 3 dimensions. Inclusion, contrôle, ouverture. L'inclusion, c'est tout ce qui est lié à la notion de contact, la quantité de contact qu'on a avec les autres. Et c'est lié à un besoin. Donc ça, le comportement d'inclusion, c'est est-ce que j'ai beaucoup de contact avec les autres? Est-ce que je passe du temps avec eux? Est-ce que je fais attention à eux? Et donc, faire attention, c'est lié à un besoin derrière, qui est le besoin de se sentir important. Et donc ça, c'est super important. Il faut que les personnes autour de vous se sentent importants. Alors, on a tous des besoins d'inclusion qui sont différents. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de contacts au quotidien, puis il y en a qui ont besoin d'un peu moins de contacts. Alors, vous voyez, quelqu'un qui a besoin de beaucoup échanger avec quelqu'un qui a besoin de moins échanger. Quand tout va bien, ça se passe bien, mais quand on est en situation de pression, de stress, ça peut créer des rigidités. Donc ça, c'est un cadre qui peut aider à ce moment-là. Gardez en tête, derrière l'inclusion, c'est ce besoin de se sentir important. Et c'est la base, je dirais, et on va y venir dans la slide d'après, c'est la base d'une équipe performante. Ensuite, il y a le besoin de contrôle. Alors, le besoin de contrôle, c'est celui qu'on expérimente le plus facilement. C'est tout ce qui a trait au contrôle sur sa performance. Donc, on est dans le domaine de la compétence technique. Et donc, on a un projet à gérer. On a envie de se sentir en contrôle parce qu'on a envie que le résultat soit à la hauteur. Et donc, ça, le comportement de contrôle, si nous, on est beaucoup dans le contrôle et qu'on est avec quelqu'un qui, en revanche, n'est pas beaucoup dans le contrôle, probablement qu'il va accepter de se laisser manager par nous assez facilement.
À l'inverse, si on est beaucoup dans le contrôle et qu'on est avec quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le contrôle, et derrière le contrôle, il y a le besoin de se sentir compétent, et ben ça peut un peu clasher à certains moments. Et donc, encore une fois, ça, c'est un petit signal qui peut être de se dire, moi, je suis beaucoup dans le contrôle, par exemple, donc je sais qu'il y a des moments, quand je suis dans mes réunions d'équipe, avec Alice, avec d'autres personnes, où tout d'un coup, je vais essayer de reprendre, parce que je commence à stresser un peu, de reprendre en main le processus. Et là, moi, j'ai ma petite lumière qui me dit, attention, Alex, là, tu rentres dans ta zone de contrôle, peut-être parce que tu es un peu sous stress, lâche un tout petit peu et inclus les autres parce qu'ils ont peut-être des bonnes idées. Et le dernier élément, c'est l'ouverture. Alors, l'ouverture, c'est clé dans les équipes performantes. L'ouverture, c'est quoi? C'est ma capacité à faire part de mes doutes, de mes interrogations, de mes ressentis à mon environnement professionnel. Et pour ça, il faut se sentir en sécurité. Parce que dire je suis pas sûr de ça ou je pense qu'on fait peut-être une erreur, eh ben il faut se sentir en sécurité pour oser dire ça à son manager. Et donc ça, c'est pour revenir à la notion de ferme et empathie. Il faut se dire, ben, si je parle et que je fais part de mon ressenti ou de mon opinion différente, ça ne va pas remettre en cause la relation. Et donc, pour se permettre d'être ouvert, et c'est ce qui permet de résoudre les situations les plus complexes souvent, il faut que je me sente apprécié de mon manager. Il faut que je me dise, notre relation est suffisamment bonne pour que je puisse me permettre d'avoir un avis différent sans que ça remette en cause notre relation. Inclusion, contrôle, ouverture. Et ça, c'est super important. Moi, j'avais encore un exemple récemment dans un coaching de quelqu'un qui, pour le coup, manager, et on parlait de son, mais en situation de manager, parce qu'on parlait de son manager à lui, et qui était avec un manager qui n'est pas du tout dans l'ouverture, complètement fermé et projet sous tension. Et il me disait c'est difficile parce que je sais pas ce qu'il pense de moi. C'est difficile parce que je ne sais pas si on prend les bonnes directions et j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je dis quelque chose, il se referme complètement. On est dans la logique et ça crée un fort sentiment d'insécurité chez moi. Donc, on a travaillé là-dessus et sur comment vivre ce sentiment d'insécurité. Donc, ça, c'est très important parce que la compatibilité avec des personnes, parfois, ça se passe bien, parfois, ça ne se passe pas bien ou c'est plus difficile. Et ça, c'est un cadre qui permet de le réguler. Et encore une fois, on est dans les relations. Et garder en tête qu'en fait, sous pression, sous stress, on devient un peu plus rigide. Et si nous, on a un fort besoin de contrôle, eh bien, on va souvent renforcer la dimension qui est la plus importante pour nous et ça peut créer des tensions relationnelles avec les autres. Et c'est d'autant plus important de l'avoir en tête, et ça, c'est ma prochaine slide, que Schutz, toujours dans cette étude, il s'est dit, bon, ben ça me permet d'évaluer les montées, les relations interpersonnelles, mais fondamentalement, qu'est-ce qui va faire dans la durée qu'une équipe est performante? Et la durée, ça peut être la durée d'un projet. Et ben, en fait, c'est inclusion, contrôle, ouverture, mais dans une séquence. En fait, pour construire une équipe performante, il faut toujours commencer par un moment d'inclusion. L'inclusion, c'est le moment où les gens vont décider s'ils veulent ou non faire partie de cette équipe, s'ils veulent ou non s'impliquer. Parce qu'on peut faire partie d'une équipe sur le papier, mais pas être très impliqué. Donc, c'est vraiment le moment où ils vont se dire est-ce que je m'intègre et je m'implique dans cette équipe. Et pour ça, il faut avoir le sentiment d'être suffisamment important en tant que personne, pas en tant que professionnel, mais en tant que personne pour son manager. C'est comment ça va, bonjour, comment s'est passé ton week-end. C'est ces petits moments de socialisation où on va juste se dire tiens, il fait attention à moi en tant que personne. Je ne suis pas juste une ressource sur ce projet, je suis aussi quelqu'un et il fait attention à moi en tant que personne. Une fois qu'on a passé cette étape d'inclusion, alors l'étape d'inclusion, on l'a aussi dans une réunion, on l'a dans un Zoom comme celui qu'on est en train de faire, c'est 5 minutes qu'on prend en démarrage pour vous dire bonjour, comment ça va, ravi de vous voir. On va démarrer dans 5 minutes, on vous donne des informations, on fait attention à l'autre. Et c'est beaucoup plus agréable de démarrer un Zoom comme ça que de démarrer un Zoom avec on est silencieux,
Et puis, une fois que tout le monde arrive, on monte la première slide et on ne prend pas le temps de se présenter, de dire ce qu'on va faire, on va juste parler. Donc, c'est super important. C'est le moment où on va impliquer les gens. La deuxième étape, c'est l'étape du contrôle. C'est le moment où on va montrer qu'on sait faire. Alors ça, on sait tous faire et ça peut générer des petites tensions entre je suis capable, mais moi aussi je suis capable, je sais faire, mais ouais, mais moi aussi je sais faire, etc. Tout ça, c'est autour de la compétence et c'est le besoin de se sentir compétent. Et c'est important pour vous, en tant que manager, et c'est le message que je voudrais vous envoyer là, de montrer aux personnes de vos équipes que vous les considérez comme des gens compétents. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a probablement des choses sur lesquelles vous pouvez avoir des avis divergents, mais plus vous montrerez à quelqu'un que vous le considérez comme compétent, plus d'abord, il sera capable d'entendre des messages différents quand vous aurez des avis différents, et plus il sera rassuré. Et donc, étape 1, inclusion, étape 2, contrôle. Si je me sens important et compétent, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour moi de m'ouvrir et de dire, ben ouais, je me sens important, je me sens compétent, je sais que je peux probablement faire part de mes inquiétudes, de mes ressentis, de mes idées, même si elles sont différentes avec le reste de l'équipe. Et une fois qu'on a cet état d'esprit d'ouverture, c'est l'étape 4, c'est le moment où on peut travailler de manière efficace. Donc le message clé pour moi, c'est ce que j'observe beaucoup, et alors c'est encore plus vrai depuis qu'on est tous en télétravail, c'est qu'on parle que du faire, on parle que du travail, on parle que de la compétence. Donc c'est l'étape 2 qui est au milieu de la slide, et on oublie deux choses, qui est se connecter, montrer à l'autre qu'ils sont importants. Donc c'est des espaces virtuels, on ne va pas parler travail pendant 5 minutes, on va juste prendre des nouvelles de l'autre. C'est des cafés virtuels, c'est des salles de café qui sont ouvertes. C'est le petit coup de fil aussi, ça peut être du Zoom, c'est le petit coup de fil pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Ça peut se faire en individuel, en collectif, il y a plein de manières de le faire, on pourra élaborer là-dessus si vous le voulez. Donc l'inclusion, on a tendance à l'oublier, j'ai envie de dire encore plus maintenant que d'habitude. Et l'ouverture, alors là, s'il n'y a pas d'inclusion, en fait, c'est très difficile d'avoir de l'ouverture parce qu'on n'a pas la sécurité pour faire part de ces inquiétudes. Et puis en plus, il y a un sentiment d'urgence dans la gestion de projet en ce moment avec le confinement qui fait qu'on va beaucoup parler de faire. Et en fait, quand on est juste sur le contrôle, le numéro 2, on prend un peu moins soin de soi déjà, de ses besoins, et on prend un peu moins soin des autres et ça peut rendre les relations d'équipe plus difficiles. Alors, deux petites choses là-dessus. Un, ça, c'est une étude qui a été confirmée par Google en 2015. Google, ils se sont demandé c'est quoi une équipe performante. Pourquoi est-ce qu'on a des équipes qui fonctionnent mieux que les autres, et donc ils l'ont fait à la Google. Ils ont identifié 150 équipes, ils ont fait 200 interviews, ils ont testé 200 critères différents, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un point commun qui était le critère numéro 1, loin devant tous les autres, commun à toutes les équipes performantes, c'est ce qu'ils appellent psychological safety, la sécurité psychologique. Les équipes performantes, les équipes les plus performantes sont les équipes où les gens se sentent en sécurité psychologique. Et la sécurité psychologique, dans leur étude qui s'appelle Rework, vous pourrez le regarder sur Internet, c'est cette capacité à dire je me sens en sécurité dans mon équipe pour faire part de mes ressentis, de mes opinions, si elles sont différentes que ceux de mon manager, sans que ça remette en cause mes relations avec mon manager et le reste de mon équipe. Et donc ça, je pense que c'est super important et c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment beaucoup insister. Dernier point que je voudrais partager avec vous. Ben non, en fait, j'ai partagé ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, les deux messages clés que je voudrais que vous reteniez là-dessus avant de passer la main de prendre quelques questions et de passer la main à Alice, c'est le management, c'est avant tout une question de relation. Et c'est parce que vous allez prendre soin de la relation, vous allez prendre soin de l'autre qu'en fait, le projet va bien se passer. Et si vous commencez par parler du projet sans faire attention à l'autre, ben potentiellement, à un moment, les enjeux de personnes qui n'auront pas été traités, pris en compte à un moment donné, vont ressurgir, notamment dans les moments de tension. Et en fait, ce moment d'inclusion,
Quand on fait de la gestion de projet, ça se fait beaucoup pendant la préparation du projet. On va prendre le temps de discuter avec les autres, de créer la relation. Ça va se faire peut-être à certains moments en démarrage de projet, quand on est sur l'événement et qu'on se retrouve, on va peut-être quand même prendre le temps, 5 minutes, de prendre un café ensemble. Il y a toujours des moments de pause aussi dans une journée où l'événement roule et on a peut-être un moment pour se décontracter. C'est peut-être le moment où vous pouvez aller vous assurer que les gens vont bien, montrer qu'ils sont importants pour vous. Et tout ce que vous aurez mis en place au niveau de l'inclusion, c'est ce qui fait que la relation aura la qualité suffisante et aura la force suffisante pour que sous pression, quand tout le monde ressentira la pression, vous puissiez éventuellement passer dans un mode un peu plus directif, mais les gens le prendront peut-être un peu moins personnellement et ça facilitera grandement la relation. Voilà. C'est vraiment cette idée que faire attention aux autres, c'est payant. Et on va voir avec Alice dans un instant que faire attention aux autres, ça commence aussi beaucoup par faire attention à vous. Quelques questions avant que je passe la parole à Alice, si vous voulez. Alors, je modère donc. Il y a 2 questions effectivement qui ont vraiment qui sont reliées à notre métier et au fait que on est dans quelque chose d'instantané, de très court. C'est comment prendre le temps d'être empathique quand on est en plein stress. Ça peut-être que Alice va pouvoir rebondir là-dessus. Et la complexité aussi de notre métier, c'est qu'il faut sans cesse reconstruire cet environnement de confiance et d'empathie. Et donc, c'est très lourd pour un manager, je pense, mais peut-être qu'il y aura des kits, une sorte de kit du bon manager et des bonnes pratiques en fait à appliquer au quotidien. Et voilà, je vous laisserai peut-être en parler et répondre à ça dans la suite de l'exposé. Je vais prendre la question des équipes qui changent sans cesse. Moi, j'ai une partie de mon activité, vos équipes changent sans cesse. J'ai envie de dire, vos clients changent sans cesse également. Et vous savez prendre soin de vos clients. Moi, je le vois, hein, je suis exactement dans la même situation que vous. J'ai des coachings. Alors, les coachings, je fais beaucoup de coaching flash. Donc, parfois, j'ai des gens que je vois 1 heure en tout et pour tout. Et il m'arrive d'avoir des semaines où je fais 2-3 jours de coaching flash. Donc, j'ai rencontré 10-12 personnes différentes dans la semaine. La durée de mes événements, quand je suis sur de l'intelligence collective, c'est probablement un peu similaire à ce que vous faites. Ça va d'une demi-journée à 2 jours. Donc, à chaque fois, j'ai des clients qui sont complètement différents, des équipes de prestataires qui sont complètement différents. Ce temps de construire la relation, je le prends avec mes clients et je pense que je peux aussi le prendre avec mes équipes. Et en fait, oui, c'est un investissement. Ça demande un peu un effort, c'est de se dire, on peut avoir ce sentiment d'urgence, on a envie absolument d'avancer sur le contenu, mais gardez en tête que ce temps que vous allez prendre au départ, et c'est ma conviction profonde, chacun est libre d'avoir son avis là-dessus, mais ma conviction profonde, c'est ce temps que vous prenez au départ, c'est un investissement. Et quand vous allez être dans le feu de l'action, cet investissement que vous avez fait au départ, il va payer et il va vous permettre d'être plus efficace et de gagner du temps in fine à ce moment-là. Ah, comment s'écrit le nom Schutz. Alors, c'est pas de la chouffe, Schutz, c'est vraiment important. Je vous l'écris. Je crois qu'il y a Gaël qui l'a écrit, donc. Will Schutz. Will Schutz. Voilà pour cette question des équipes qui tournent. Oui, c'est une exigence supplémentaire, mais j'ai envie de vous dire que voilà, c'est un investissement. Et puis il y a des petites routines qu'on peut prendre. Moi, par exemple, j'ai une routine qui est qu'à chaque fois que j'ai une réunion qui commence, je prends toujours les 5 minutes, que ce soit avec mes clients, avec mes partenaires, avec les prestataires avec lesquels je travaille sur une opération. Les 5 premières minutes, c'est tour de table. Comment allez-vous aujourd'hui et de quoi vous avez besoin pour cette réunion? Juste ça, c'est montrer qu'on donne le temps à l'autre de s'exprimer et qu'on fait attention. Si je peux rajouter quelque chose, Alexandre, à ce que tu disais. Comme Alexandre, je suis coach et je suis formatrice aussi. Donc, pareil, je fais des formations sur 1 jour, 2 jours, avec des nouveaux groupes tous les jours. Et pareil, il faut recréer cette notion de confiance, sinon la formation ne marche pas.
Et ce que je trouve aussi, c'est que ça prend du temps, mais quelquefois, ça peut être très simple. Quand on parle d'empathie, ça peut juste être comment je regarde quelqu'un quand il me pose une question, comment je dis un vrai bonjour, comment je dis un vrai sourire. Et qu'en fait, quelquefois, juste ça, ça suffit aussi à créer du lien et qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément des conversations très longues pour créer ce rapport de confiance et cette notion d'empathie. Ça se passe aussi par le non-verbal, par la manière qu'on a de regarder quelqu'un, d'être vraiment peu de temps à l'écoute, mais vraiment à l'écoute. Donc, voilà, c'est pas obligé que ça nécessite un investissement de temps infaisable. Il y a une question que j'aime bien aussi, c'est comment prendre le temps de donner du sens quand on est en plein event. Alors, c'est vrai, quand on est en plein event, en fait, c'est plus nécessairement le moment de donner du sens parce qu'on est dans le faire. Le sens, on va surtout le donner avant. Et alors on peut le donner de plein de manières différentes parce que le sens, il y a le sens pour le client et donc ça, c'est important de rappeler ce qui est en jeu pour le client. Il y a le sens pour nous, agence ou manager, qui est de dire, bah, il représente quoi ce projet? Est-ce qu'il est particulièrement important? Est-ce que c'est est-ce que c'est un client qui est un client super important pour l'agence? C'est peut-être le premier client de l'agence même. Donc, vous étonnez pas si je suis peut-être un peu plus stressé que d'habitude, parce que pour moi, réussir ce projet, c'est vital pour la survie de l'agence. Donc, c'est aussi un peu le sens que je veux donner. Et puis, c'est le sens que chacun veut y mettre. Et ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Alors, ça fait un peu coach, mais je trouve intéressant de la poser. C'est finalement, c'est quoi le sens pour toi de participer à ce projet? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie d'en retirer? Qu'est-ce qui t'intéresse fondamentalement dans ce projet? Et ça, c'est aussi une manière, souvent, parfois, on ne se pose même pas la question avant qu'on nous l'ait posée. Et je trouve que pouvoir y réfléchir, c'est aussi mettre un peu plus d'âme et un peu plus de sens à soi dans ce qu'on va commencer à faire. Voilà, je vais passer, j'ai beaucoup parlé, vous avez vu, je pense que c'est des sujets qui me passionnent. Encore une fois, on vous donne des clés, c'est des sujets dans lesquels on peut aussi aller, on peut aller aussi plus en profondeur, on peut prendre plus de temps, mais voilà, on essaye de vous passer là quelques messages clés qui sont importants, importants pour nous. Je passe la parole à Okay. Alice. Merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. Pour essayer de rattraper la balle au bond, donc, on en a parlé avec Élise et Alex. On se posait la question de ce qu'on avait envie de vous raconter aujourd'hui. Et la question de la gestion du stress me paraissait vraiment importante aussi et de définir déjà un petit peu ce que c'est. Est-ce que, Alex, tu veux bien nous passer les slides? Parce que si je ne me trompe Oui, pas, voilà, voilà. exactement. Donc, parce que c'est un peu galvaudé, qu'est-ce que c'est que le stress? Donc, on dit c'est une réponse de l'organisme face aux contraintes qui s'imposent à lui. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que, en fait, sans stress, on ne survit pas. Je trouve que quelquefois, on parle beaucoup de à quel point le stress, diminuer le stress, enlever le stress, et comme si, et en fait, en diabolisant un peu ce que c'est que le stress. Élise l'a très bien, enfin, m'a informé, il a très bien dit tout à l'heure, vous avez des métiers sous stress. Donc, déjà, accepter ça, c'est une première chose. Et j'avais envie de partager une autre chose avec vous, parce que je me suis renseignée sur ce sujet, je trouvais ça hyper intéressant. Une conférence que j'ai vue d'une dame qui s'appelle Kelly McGonigal, je pense que je vous enverrai le lien, qui expliquait qu'en fait, les personnes plus stressées avaient un taux de mortalité plus important, oui, mais seulement celles qui pensaient que le stress était mauvais pour elles. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas le niveau de stress qui avait vraiment un impact sur la santé, mais notre perception de ce stress-là. Et c'est là où on peut parler de la différence de stress positif et stress négatif. Et comme vous avez des métiers sous stress, je suppose, et peut-être que je me trompe, qu'il y a une partie de ce stress qui peut-être vous plaît aussi, que vous pouvez aussi faire partie des personnes où, dans le feu de l'action, je peux être extrêmement efficace et bien marcher. Donc, si tu veux bien, Alex, passer à la suivante. Merci beaucoup. En fait, quand on parle de séquence de stress, il y a 3 choses. La phase d'alarme, qui est celle sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. La phase d'alarme, c'est quoi? C'est plein de réactions pour me dire il y a quelque chose qui se passe dans mon environnement. Et il va falloir que je m'adapte. Et donc, cette phase d'alarme, souvent, il y a des réactions physiques assez fortes. Ça peut être aussi des réactions comportementales. Ça peut être une manière qu'on a de parler aux gens qui va changer. En fait, on va avoir différents signaux. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que même mon corps, c'est avant moi que je suis sous stress. Vous pouvez tous réfléchir à ce qui se passe chez vous qui vous fait dire « Ah ben là, je suis sous stress ». Pour vous raconter, moi, je sais que quand je sais que je suis sous stress, souvent, quand je commence à faire plusieurs activités en même temps,
et que je me mets à tourner sur moi-même et que je n'en finis pas une seule. Ça, c'est un signe que je suis arrivée à un niveau de stress assez important. Donc, c'est intéressant pour vous de savoir aussi quels sont vos niveaux d'alarme. Ensuite, on a la résistance. La résistance, qu'est-ce que c'est? C'est je mobilise mes compétences, mes capacités pour pouvoir faire face à ce qui est en train de se passer, ce qui cause ce stress. Et ensuite, bah, il y a deux possibilités. Soit on a l'adaptation, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui se passe quand j'apprends quelque chose, par exemple. Avec Alexandre, on en parlait. En ce moment, moi, je réapprends mon métier de formatrice pour faire que de la formation en visio. C'est un stress pour moi parce que ça change beaucoup, mais en même temps, je suis en train de monter en compétences. Donc, je suis en train de résister et je suis en train de m'adapter. Ça me demande de moins en moins d'énergie. Ça, c'est le meilleur scénario. Le moins bon scénario, c'est je résiste et en fait, j'arrive pas à faire face. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle d'épuisement et là, on parle de burn-out. Peux-tu passer à la slide d'après, Alex, s'il te plaît? Donc, je vais vous laisser avec ça. Au revoir, le grenouille et les timbres, j'aime bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, moi, j'aime bien vous parler de concepts en vous racontant des histoires. Donc, la grenouille, qu'est-ce que c'est? On va imaginer, parce que honnêtement, je pense que ça ne s'est pas passé en vrai. On va imaginer que vous prenez une casserole, vous la remplissez d'eau froide, et dans cette casserole, vous mettez une petite grenouille très mignonne, et vous mettez la grenouille, c'est pas sympa de votre part, sur une gazinière, et vous mettez le feu tout doux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et la grenouille, elle est bien, elle nage, elle est contente, et puis le feu monte, et la température de l'eau commence à monter, donc là, elle se dit, ouf, c'est un peu chaud, mais bon, ça va encore, je gère, je peux encore gérer. Puis la température, quand ça va vraiment, c'est très très chaud, et ça continue comme ça, jusqu'à ce que la pauvre grenouille, elle est crevée, elle est épuisée, et elle finit par cuire. C'est moche ce que je vous raconte. Alors que la grenouille, l'histoire veut que si on la mettait, on la jetait comme ça dans une eau qui fait à 50 degrés, elle donnerait un coup de patte salutaire et elle s'en sortirait tout de suite. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça quand je vous parle de gestion du stress? C'est que souvent, on nous pose des questions pour la gestion du stress quand c'est un peu tard dans le processus. Vous avez vu, vous rappelez les 3 phases qu'on vient de voir, on en parle souvent quand on est à l'épuisement ou alors quand on est à la fin de la phase de résistance. Moi, j'aimerais vous donner aujourd'hui ce message que c'est intéressant d'y penser dès la phase d'alarme. Ça de savoir pour vous, ça veut dire quoi une eau froide, ça veut dire quoi une eau qui chauffe un petit peu, ça veut dire quoi une eau à 50 degrés. Et pouvoir vous rendre compte de ces différentes étapes fait que vous allez beaucoup mieux gérer votre stress. Et quand je dis vous, je nous inclus aussi évidemment dans l'histoire. Ça, c'était la première histoire que je vais vous raconter. La deuxième, c'est l'histoire des timbres. Alors, autre histoire que je vais vous raconter. Donc, à l'époque, on pouvait encore faire des formations en présentiel. Je me lève un matin, j'ai une formation très importante à faire pour un client très important à la Défense. Et mon petit garçon, qui à l'époque est tout petit, évidemment n'a pas dormi de la nuit, donc je suis crevée, je n'ai pas dormi. Je me dis, c'est pas grave, je vais y arriver, je prends sur moi. Vous connaissez tout de prendre sur vous aussi, ok. Et donc, je vais pour dire au revoir à mon enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il me vomit dans les cheveux juste avant de partir à la Défense. Donc, je me dis, bon, c'est des choses qui arrivent, je vais quand même pas m'énerver, mais c'est un peu embêtant. Pour vous raconter, j'allais animer une formation gestion du stress et des émotions à la Défense. Donc, j'arrive à la Défense. Qu'est-ce qui se passe à la Défense? Je me perds. Hein. Vous imaginez bien comment on peut se perdre à la Défense. Donc, ça continue comme ça. Pareil, je dis rien, je prends sur moi. Qu'est-ce que je fais? En fait, je colle un timbre. Et puis après, on arrive. Évidemment, ils sont tous hyper à l'heure. Donc, ils me regardent en tapant voilà, avec leurs doigts sur le truc. Et je continue, je prends sur moi, c'est pas grave. Et la journée continue comme ça, tout le temps. Je prends sur moi parce qu'il faut. Et arrivé le soir, je rentre chez moi épuisée et là, mon conjoint me regarde et me dit: «En fait, on mange quoi ce soir?» Ça peut déjà arriver et alors là, explosion. Explosion complète de et le pauvre, en fait, finalement, quand même. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est plus pour parler de l'histoire des timbres. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on prend sur soi une image, c'est qu'on colle un timbre et arrivé un moment, il y a plus de place. Il n'y a plus de place sur votre page de timbre. Il n'y a plus de place, vous avez tout collé, il n'y a plus de place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On arrache notre page. Et puis après, on recommence. Alors, le problème avec ce système-là, c'est que, en général, ça ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous arrachez votre page de timbre, ça ne tombe pas forcément sur les personnes en question sur qui il faudrait que ça tombe. L'autre chose, c'est que ça ne tombe pas forcément sur les bons sujets. Parce que les courses, c'est important, mais bon, il y a d'autres choses importantes dans la vie. Et la troisième chose, c'est qu'en plus, ça a des conséquences. C'est-à-dire que quand j'arrache ma page de timbre à la figure de quelqu'un, même si je m'excuse, même si j'étais stressée, oh, je suis désolée, etc., en fait, je commence quelque chose dans la relation. Et le fait de s'excuser, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffira pas. Donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle dans les formations qu'on dispense chez Coaching Days, une des choses qu'on peut dire, c'est déjà reconnaître quand je colle un timbre.
me reconnaître que là, ouf, ça m'a demandé de prendre sur moi et que prendre sur moi, il y a un moment donné, il va falloir que, que ça décolle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est aussi savoir où j'en suis dans ma page de timbre. C'est-à-dire que si je suis à 95% rempli, c'est peut-être pas le moment où je vais enfin dire à mon client tout ce que je pense de lui depuis 5 ans. Enfin, j'imagine que c'est peut-être pas le bon moment aussi. Donc ça aussi, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et la troisième chose voilà, qu'on évoque en formation, c'est comment est-ce qu'on va faire pour aller décoller ces timbres pour pas être toujours en train d'arracher nos pages à tour de bras. Voilà. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Ok, donc stress positif et stress négatif, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je vous le disais, une des choses qui va différencier les deux, c'est comment est-ce que je perçois la situation. Donc, est-ce que je vois ça comme un challenge ou est-ce que je vois ça comme quelque chose qui va complètement m'enterrer? Et bien évidemment, ce n'est pas forcément la situation qui décide de ça, c'est comment je le perçois. Par exemple, si je vous demande à vous de parler en public devant 100 personnes demain. Il y en a pour qui ça pourrait être un énorme stress, il y en a pour qui pourraient se dire « Oh, challenge, super !» Donc, encore une fois, c'est la perception de la situation qui va changer en fonction de notre personnalité, de notre expérience, de notre métier, etc. L'autre chose, c'est est-ce que je dispose des capacités et des ressources pour faire face à la situation qui me stresse? Est-ce qu'en tout cas, je pense en disposer? Ça, évidemment, si je pense que oui et que j'ai des capacités pour faire face et donc j'ai cette confiance-là en moi, mon stress pourrait être plus positif. La question du soutien social, très simplement, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que j'ai des collègues avec qui en parler? Est-ce que j'ai des personnes avec qui je peux parler de ça? Est-ce que je peux échanger sur ce sujet? Ou est-ce que je me sens seule et isolée face à ce stress? Et puis dernière chose qui me paraît très importante aussi, et on appuie beaucoup là-dessus en formation, c'est quand on parle de l'attitude décisionnelle. C'est-à-dire, est-ce que je pense que je peux agir sur la situation ou est-ce que je suis obligée de tout subir? Il y a un exercice que j'aime bien faire en formation et avec le peu de temps qui nous reste, j'aimerais quand même vous le faire à vous. Si je vous demande à tous de prendre votre vie de manière globale, je pense de votre vie professionnelle, personnelle, votre vie, et on va dire en pourcentage, combien de pourcents vous donneriez à votre vie qui est dans la contrainte? C'est comme ça, on ne peut rien y faire, je subis, c'est comme ça. Donc ça, c'est combien de pourcents de contrainte? Et combien de pourcents de votre vie, vous pensez que vous pouvez agir? Donc sur combien de pourcents de votre vie, vous pensez que vous êtes contraint, vous ne pouvez pas faire autrement? Et sur combien de pourcents de votre vie, vous pensez que vous pouvez agir? Alors évidemment, des questions, on pourrait passer 3 jours là-dessus. Là, c'est pas sympa, je vous donne 5 secondes. Mais si vous avez envie, juste pour le fun de marquer dans le conversé, ça m'intéresse de voir ce que vous noteriez. 50-50, ok. Ah, 70-30. Ah ouais, j'aurais dû préciser. Alors, combien, combien de contraintes et combien de libertés? Alors, forcément, du coup, 25% de contraintes sont garanties d'agir. Ok. 80-20. Et 80-20 de contraintes. Ok. Ok. En fait, ce qui est intéressant, 60 actions, 40 contraintes, 80-20. Ok. Déjà, c'est déjà intéressant de se rendre compte qu'on n'a pas tous la même vision. Je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à votre place sur combien de pourcentage, combien de place, quelle place justement ces différentes parties de votre vie devraient prendre. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de se dire, OK, même si j'ai estimé que j'avais par exemple, imaginons 80% de contraintes et que 20% sur lesquelles je puisse agir, qu'est-ce qu'on fait de ces 20%-là? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, ce matin, en ce moment, j'ai plein de coups de fil de plein de clients qui sont très stressés par la formation visio et qui veulent savoir comment on va s'organiser et qui me demandent plein de rendez-vous. Et il y a un moment donné, j'ai l'impression que les choses s'accumulent et c'est très différent de ce que je fais d'habitude comme métier parce que normalement, moi, je suis quand même, mon métier, d'être en formation avec les gens et pas de répondre à des coups de fil toute la journée. Et puis un coup de fil qui n'arrêtait pas de bouger parce qu'en fait, ma réunion, la personne me dit ma réunion se termine, est-ce qu'on peut se voir plus tard? Et il y a un moment donné, j'ai dit en fait, non, 12h30, non, 14h, oui, 12h30, c'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça. Et rien que le fait d'avoir récupéré cette petite capacité de décision, dans le fait qu'on ne m'impose pas tout le temps, c'est un exemple que je vous donne, et j'ai senti mon stress diminuer. Alors que pour tout vous dire, ce matin, j'étais très en stress parce que j'étais en train de faire que des choses que j'aime pas du tout, c'est-à-dire, parce que moi, j'ai pas vos capacités, tout ce qui est de l'organisation et des réponses à plein de clients qui demandent plein de choses différentes. Donc, pour vous parler de ça. Voilà. Est-ce que, Alexandre, tu peux passer à la suite? Il me reste 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai bien? Ah, ok. Alors, 2 minutes. Comment je peux vous parler de ça en 2 minutes? Quelques principes pour améliorer ça que. Voilà, je vais essayer de tenir. Non, mais tu prends un peu plus de temps si tu veux. C'est ma faute en plus. Je t'en J'ai veux pas. beaucoup parlé. Oui.
Améliorer sa communication sous stress, quelques principes. Et ben, alors, la première chose, donc respirer avant de parler. Je dis toujours ça en rigolant, mais respirer avant de parler, ça sauve des couples, ça sauve des carrières, ça sauve beaucoup de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une communication qui ne se passe pas très bien avec quelqu'un, vous ne pouvez pas me voir en entier là, mais votre première chose qui va se passer, c'est que votre diaphragme, donc le muscle qui se situe sous votre cage thoracique, va se tendre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous respirez moins bien. Alors, je vous le demande, qu'est-ce qui se passe à votre avis quand on a moins d'oxygène dans le cerveau? À part la mort, hein, évidemment. À votre avis, qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, je ne sais même pas si je vous pose la question, en fait. Ouais, si, OK. Il y a une chose qui va se passer, c'est qu'en fait, on va passer en mode reptilien. Et le mode reptilien dans le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est justement la survie. Donc c'est, là, il me parle mal, ça ne me va pas, et cetera. Qu'est-ce que je fais? Soit je rentre dedans, soit je pars en courant. Vous voyez, le fight or flight réflexe. Mais souvent, c'est pas là qu'on va être capable de dire toutes les choses intelligentes qu'on avait préparées. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus accès à cette partie-là de notre cerveau. Donc respirer avant de parler, c'est vraiment le premier conseil que je donne toujours en communication. Respirer avant de parler, on a toujours 2 secondes. J'ai même des gens en formation qui me disent mais ça va se voir que je respire. Ouais, ça va se voir, il vaut mieux. Vous avez le droit de respirer, c'est un droit fondamental. Première chose. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'était écouter son corps avant de répondre. En fait, quand vous avez une communication qui ne vous va pas, ou une conversation qui ne vous va pas, souvent, je vous le disais tout à l'heure, votre corps va le savoir avant vous. Ça peut être parce que votre ventre se tend, ça peut être quelque chose dans les mâchoires, ça peut être quelque chose que vous faites au niveau de vos mains. Et moi, j'aimerais juste vous inviter à faire attention à ces signaux-là. Parce qu'en général, quand on a une communication qui dérape, en fait, on a eu plein de signaux, là encore, qui sont passés avant, et il y a eu plein de choses qui sont préparées au niveau de votre corps. Donc, de faire attention aux signes de tension dans votre corps avant de répondre aussi. Et que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans la mesure du possible, ça c'est mon 4e point, achetez-vous du temps. Alors, vous allez me dire, mais personne n'a le temps, on n'a pas le temps, etc. Ça peut être une seconde, ça peut être je finis mon mail, je reviens vers toi dans 5 minutes, ça peut être mais en tout cas de ne pas céder à il faut que je parle maintenant, quitte à ce que ça se passe mal. Parce que là, en général, vous partez perdant. Donc, dans la mesure du possible et en respectant vos contraintes, bien sûr, s'acheter du temps. Même ce temps peut être très court, mais ça peut être le temps de juste reprendre vos esprits et de vous rappeler quel est votre objectif par rapport à cette communication et comment vous avez envie que ça se termine. L'autre chose que j'avais envie de vous dire, c'était de reformuler. Alors ça, je suis sûre qu'on vous l'a balancé plein de fois. Vous le savez très bien qu'il faut reformuler ce que l'autre dit, etc. À quoi ça sert? Parce que quelquefois, on va entendre ce qu'on a peur d'entendre. C'est-à-dire qu'on a une relation qui ne se passe pas très bien avec quelqu'un. On va dire « Ah bon, tu penses que… » Donc, le fait de reformuler, ça vous permet à vous de vérifier que vous avez bien entendu ce que vous avez entendu de la part de l'autre. Et puis, ça peut aussi permettre à l'autre d'entendre ce qu'il vient de dire. Et donc, de lui donner aussi la possibilité de reformuler lui-même et de bien formuler ce qu'il avait à dire. Donc, quand vous avez quelque chose qu'on vous dit que vous prenez mal ou qui va mal se passer, déjà prendre le réflexe d'aller reformuler ce que l'autre a dit. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tagadam, 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 avec vos mots à vous. La notion de recadrage, en fait, alors moi, quand je parle de recadrage, c'est au sens large, hein, mais posez-vous la question de quel est mon objectif. Vous savez, ce moment, avant qu'on se dispute avec quelqu'un, on a toujours le moment où on a le choix. Vous voyez, on a le moment, on a le mot qu'on pourrait dire ou pas, et on se demande est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Je suis sûre que vous arrivez à vous voir ces moments-là. En fait, il y a 2 possibilités. Est-ce que mon objectif, là, c'est le blâme? Donc, je veux que tu comprennes que tu as mal agi. Je veux que tu comprennes que c'était vraiment pas possible de faire ça. Est-ce que c'est pour aller blâmer la personne ou est-ce que je veux le changement, en fait? Est-ce que j'ai envie que la situation change, la situation s'améliore? Et je ne vous dis pas que dans votre vie, il ne faut jamais blâmer personne, mais je vous dis faites-le en conscience. C'est-à-dire que si vous partez dans le blâme, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des communications de type t'aurais dû, il aurait fallu, etc. Et ça ne sert à rien. En fait, quand vous faites ça, vous culpabilisez la personne en face et c'est là qu'on va avoir tous les comportements refuges qu'on peut connaître d'agressivité, etc., de manipulation. Donc, posez-vous la question avant votre communication, quel est mon objectif par rapport à ça? Est-ce que quand je veux recadrer la personne, est-ce que je veux que la situation s'améliore ou est-ce que j'ai juste envie de blâmer ce qui vient de se passer? Et donc, une communication axée sur le blâme, ça va être axé sur le passé. T'aurais dû, il aurait fallu, et t'as fait ça, et maintenant regarde ce qui s'est passé, etc. Quelles ont été les conséquences? Ou est-ce qu'on a envie de l'axer sur le futur? À partir de maintenant, voilà ce que je te propose. Il s'est passé ça, maintenant pour la prochaine fois, il faudrait qu'il se passe ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre, on laisse une porte ouverte pour la personne. Donc, on lui donne la possibilité de bien agir et de bien se comporter. Donc, voilà, posez-vous la question de quel est votre objectif.
Faire des demandes précises, et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais effectivement, plus votre demande est précise, plus vous avez la possibilité que la personne accède à votre demande. Donc, s'enlever de la communication, des choses comme c'est urgent, c'est important, c'est pour hier, en fait, c'est des choses qui font que donner du stress aux autres. Donc, donner des vrais timings aussi. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de vous donner, et ça, Alexandre en a très bien parlé, mais c'est de donner des signes de reconnaissance. En plus, je pense que culturellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en France, on est très, très habitué à donner des signes de reconnaissance quand il s'agit de critiquer ce qui se passe et de dire ce qui ne va pas. Et donc aussi, donner des signes de reconnaissance positifs, que ça soit sur le faire et sur l'être. Ça ne mange pas de pain. On ne peut pas trop en donner et puis on n'en manquera jamais et ça aide beaucoup la relation. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je peux. Moi, j'ai une question qui me touche particulièrement parce que je suis concernée, donc ça m'intéresse. C'est comment faire quand on est très expressif. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand ça m'agace, ça se voit sur mon visage. Donc, comment je fais personnellement pour que Poker Face, je ne sais pas, est-ce que ça s'apprend? Alors, moi, je vais te répondre très clairement parce que cette question, je l'ai beaucoup. Pour moi, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui sont expressifs, comme toi, comme moi, et les gens qui ne le sont pas beaucoup. Si quelqu'un de très expressif essaye de n'être pas expressif, en général, ça donne des catastrophes absolues. Donc déjà, la première chose, c'est de ne pas essayer de ne pas être expressif, ça ne marche jamais. Donc, la seule possibilité, pas la seule, mais celle que je trouve la plus efficace, c'est d'être capable de dire assez rapidement, là, en fait, je ne suis pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer, ou là, en fait, j'aimerais qu'on avance là-dessus. Au contraire, de prendre, de ne pas voir l'émotion comme quelque chose qui va te desservir, mais au contraire comme quelque chose qui va pouvoir t'aider à communiquer et parler de tes besoins. En tout cas, ne pas essayer de cacher et de respirer un coup. Première chose que je dirais, c'est qu'on est très expressif, donc si tu sens que tu as les choses qui sont en train de se tendre, etc., moi, quand ça m'arrive, je me rappelle juste de respirer pour autoriser mon cerveau à mieux fonctionner. Et si je peux me permettre, moi, de rajouter aussi parce qu'on a nos approches ou astuces de coach là-dessus. Je voudrais renforcer ce que dit Alice. C'est quand vous êtes très expressif, nommer l'émotion pour l'autre, c'est super important parce qu'en fait, quand on voit que l'autre est en colère, on commence à se faire des films en se disant oh là, j'ai fait des trucs super mal, il va me détester, etc. Et on a tendance à exagérer ce qui se passe, voire on a tendance à faire des hypothèses qui souvent sont erronées sur pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait qui l'a mis en colère. Donc être capable de dire ouais là ça me va pas et je suis désolé, je suis un peu énervé parce que j'avais le sentiment quand je te l'avais dit tout à l'heure que c'était clair et honnêtement là on est vraiment sous pression. Donc c'est pour ça que je suis un peu irrité. Donc l'autre va comprendre juste. Et puis vous, il y a une vertu, c'est que quand vous nommez l'émotion, souvent déjà elle commence à redescendre. Ça descend. Donc, donnez la lecture à l'autre parce que sinon, il se fait des films. Et c'est OK d'être expressif. Oui, on a le droit. On vit dans une société où on ne veut pas qu'on voit nos émotions, on a le droit. Ok, ça me rassure. Accueillir ses émotions finalement, bah oui. Il y avait une question tout à l'heure qui était comment on fait quand on bosse avec un père, quelqu'un qui est notre égal et qui n'est pas du tout dans l'ouverture. Moi, je pense qu'on est sur cette notion de contraint, pas contraint, c'est-à-dire que vous ne changerez pas la personne qui est en face de vous. Non. En revanche, vous pouvez changer 2 choses. C'est vous la manière dont vous le vivez et de se dire, voilà, il est comme ça et je ne vais pas le changer. Et donc ça, c'est faire attention à ce que ça ne vous impacte pas trop vous. Protégez-vous dans une situation comme ça, sachant que vous ne pourrez pas changer l'autre. Et deuxième point, pour aller dans ce que disait Alix, faire des demandes précises. La prochaine fois qu'on est dans cette situation, je voudrais que tu m'en parles avant. Je voudrais qu'on se fasse un point tous les deux. Je voudrais que donc faire une demande qui est tournée vers l'avenir et qui est une demande précise sur un mode opératoire, sur quelque chose à faire qui soit concret en fait. Ouais. Ouais, c'est drôle ce que tu racontes parce que j'ai eu exactement cette situation-là à l'époque où j'étais salariée, où j'étais à côté de quelqu'un, un collègue qui avait le profil opposé au mien.
Et donc, maintenant que vous me voyez parler depuis un quart d'heure, vous pouvez imaginer un peu ce que c'est. Donc, quelqu'un qui était vraiment très dans le factuel, pas très chaleureux, pas envie de savoir. Alors, tu parlais d'inclusion, zéro inclusion, pas intéressé par l'inclusion du tout. Et moi, en bonne empathique que je suis, je vivais ça hyper mal. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il a fallu que je le dise. Et en fait, c'est très drôle parce qu'à la fin de. Forcément, je ne l'ai pas changé, hein, c'est pas devenu quelqu'un qui est devenu hyper chaleureux du jour au lendemain, mais je le voyais faire un effort, c'est-à-dire que je le voyais, ah Alice, tu vas bien. Et en fait, rien que le fait que je voyais qu'il fasse un petit effort, ça me faisait du bien. Et moi, j'ai appris, en fait, moi qui suis beaucoup dans l'émotion, à vraiment m'adresser en factuel quand je devais lui parler. Parce que si je passais par le langage émotionnel, ça le faisait hyper peur. Et du coup, je le voyais partir en courant. Donc, je me suis dit, voilà, quand je parle avec cette personne, il faut que je fasse une demande très précise et très factuelle et pas que je parte dans le langage émotionnel. Et donc, en fait, quand on sait qu'on a travaillé avec quelqu'un qui est très différent de soi, mais qui n'est pas pour autant mauvais ou méchant, et ben, on peut communiquer sur nos besoins. Je pense qu'il y a aussi une leçon, c'est on a tendance à ne pas dire les choses. C'est-à-dire quand on est contrarié, quand on pense que Absolument. la personne a mal agi et que tout le monde l'a vu et que finalement il y a un laisser-faire global. Et je pense qu'il y a aussi, on peut aussi se permettre de dire les choses sans être malveillant, mais juste en étant, peut-être même en aidant la personne. C'est-à-dire lui faire comprendre, lui dire le prendre à part et lui dire, enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens osent dire peut-être un peu plus qu'avant et de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose. C'est En un fait, pour vrai reprendre sujet. l'histoire, ouais, c'est un vrai Pardon, sujet, vas-y vas-y. Alex. Non, mais j'allais dire, c'est un vrai sujet sur lequel Alice est une pro, c'est la question de l'assertivité. C'est comment dire ce qu'on pense dans le respect de l'autre. Et en fait, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Élise, c'est cette notion que, en fait, si je dis, et que je dis de la bonne manière, non seulement moi, ça va mieux, mais en plus, l'autre, ça va mieux aussi. Donc, en fait, c'est lui rendre un service que de dire, plutôt que de garder pour moi, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça va se voir, et la personne va se faire des films. Et donc, prendre sur soi, dans la relation, c'est pas payant. Mais même avec un client, si je peux me permettre, Absolument. je l'ai fait avec 2 ou 3 clients. Alors, je pense que les directeurs d'agence ne le savent pas. Mais c'est vrai que c'est à l'époque où j'étais en agence. Et en fait, ça désamorce en fait, des situations. C'est-à-dire que la personne se dit « Ah oui, pardon », parce qu'elle-même sait qu'elle est soumise à un stress et qu'elle n'est pas malveillante, mais qu'elle sait qu'elle agit mal. Et du coup, elle se remet en question. Et elle dit, et finalement, ça désamorce pas mal les situations, et même avec des clients. Et au contraire, je pense que c'est bon pour l'équipe, pour son équipe derrière, d'oser dire non à un client et d'oser lui dire peut-être que voilà, ou le prendre à part et essayer de désamorcer les choses. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Et je voudrais, enfin, si pour vous c'est compliqué de faire ça, dites-vous que c'est compliqué pour beaucoup de personnes et que voilà, faut pas se mettre beaucoup de pression non plus en se disant ouais, c'est quelque chose de compliqué et c'est un vrai sujet nous qu'on travaille en coaching et en formation parce que le principe c'est il vaut mieux dire les choses, mais il faut l'art et la manière de le dire et ça c'est pas évident. Et c'est ça, et c'est là qu'il y a un travail d'accompagnement, de formation, de coaching qui aide nos clients. C'est avoir une approche, une manière de dire qui va nous permettre d'avoir le courage de le faire parce que c'est une manière de faire en sorte que on sera probablement moins dans le conflit, dans une discussion qui sera peut-être un peu plus constructive. Donc oui, il faut mieux dire les choses, mais il faut les dire avec l'art et la manière. Et ça s'apprend, ça se travaille. Il y a des techniques comme la communication non violente. On parle beaucoup d'assertivité. Encore une fois, ça c'est Alice pourrait vous faire une heure supplémentaire, je pense, là-dessus. Et ça oui, Carole, ça libère la parole de l'autre aussi, oui. Voilà, on arrive à la fin de ce talk. Carole veut bien une heure sur l'assertivité. Peut-être pas pousser le bouchon non plus. Non, mais oui, on pourra en parler une autre fois. C'est un vrai sujet. On arrive à la fin de ce talk. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vais te laisser, Élise, conclure. C'est avant tout ton public. Merci de nous avoir invités
à merci nous beaucoup. adresser à vous. Moi, je trouvais ça super intéressant parce que vous êtes plutôt nos co-prestataires sur des opérations que des clients généralement, et je trouvais sympa de pouvoir échanger avec vous sous un format différent. Et merci Élise de nous avoir donné cette opportunité. Si vous voulez en savoir plus sur nous, rentrer en contact, vous pouvez, Coaching Days, hein, le site, il y a un formulaire de contact, nous écrire. Enfin bon, bref, on sera ravis de continuer ces discussions avec vous. Bah, moi, je voulais vous remercier tous les deux. Merci, merci public, hein, comme on dit. Voilà, je suis ravie que ça vous ait plu et j'espère qu'on va pouvoir en refaire d'autres. En tout cas, on va essayer de mettre tout ça en replay. Donc, si vous voulez le partager, si vous voulez le partager à vos équipes pour les personnes qui sont en agence, et si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à repartager. Je pense que ça fait du bien à pas mal de monde. Et encore merci à vous tous. Et puis à la prochaine. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à elise@friandise.fr, vous le savez. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et Merci. à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Salut, salut.